Quelque chose n'allait pas avec le silence. Charles Hickson le sentit avant de l'entendre, comme si la nature elle-même retenait son souffle. La soirée du 11 octobre 1973 était d'une moiteur insupportable. L'air au-dessus de la rivière Pascagoula s'était épaissi, comme transformé en gelée, et même les moustiques s'étaient tus. Il y a quelque chose d'étrange ce soir, marmonna le contremaître de chantier naval de 42 ans en lançant sa ligne dans les eaux troubles de la rivière. Son jeune partenaire de 19 ans, Calvin Parker, hocha silencieusement la tête, mais ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il ajustait sa ligne de pêche. Ils avaient choisi la vieille jetée abandonnée sur la rive ouest, un endroit où s'amarraient autrefois les barges de fret et où maintenant seuls dépassaient de l'eau des pieux pourris couverts de vases et de coquillages. L'endroit parfait pour pêcher après une dure journée de travail au chantier naval Walker. Mais les poissons ne mordaient pas. Les heures s'étiraient lentement. Le soleil s'était couché, laissant une traînée sanglante à l'horizon, et le brouillard commençait à s'élever au-dessus de la rivière. Charles jeta un coup d'œil à son jeune collègue. Le garçon était pâle comme un linge et regardait constamment par-dessus son épaule. « Écoute, on devrait peut-être arrêter pour aujourd'hui, » suggéra Calvin avec incertitude, rajustant sa casquette de baseball. « J'ai un mauvais pressentiment. » Charles sourit. Derrière lui, il y avait des années de service en Corée, 5 décorations militaires et des années de travail comme contremaître. Qu'y avait-il à craindre sur une rivière tranquille dans son Mississippi natal? « Détends-toi, fiston. Encore une demi-heure et on rentre à la maison. Peut-être que le gros poisson va justement arriver maintenant. » Ils étaient assis sur de vieilles caisses, leurs lignes lancées, et Charles s'apprêtait à raconter à son jeune partenaire une autre histoire de son service militaire, quand cela commença. D'abord, le son. Pas seulement un son, mais quelque chose qui fit se dresser les cheveux sur sa nuque. Un bourdonnement bas et vibrant, qui semblait provenir non pas de l'air, mais directement de ses os. Comme si quelqu'un avait allumé un transformateur géant dans le ciel. « Tu entends ça ?» chuchota Calvin, sa voix tremblante. Charles hocha la tête, sentant un frisson parcourir son dos. Le son devenait plus fort, se transformant en un sifflement prolongé, comme si l'air s'échappait d'un énorme tuyau. Ils se retournèrent simultanément, et les virent. Derrière eux, à environ 35 mètres de la rive, un objet flottait dans l'air. Ovale, de la taille d'un gros camion, métallique, de couleur bleu-gris. Il planait à seulement 2 pieds du sol et émettait une lueur bleuâtre terne. Deux hublots étaient visibles sur la coque, d'où coulait une lumière blanche brillante. « Seigneur Jésus » souffla Charles, et sa canne à pêche tomba de ses mains. Calvin ne put prononcer un mot. Il restait assis, les yeux grands ouverts, la mâchoire pendante d'horreur. L'objet planait immobile, émettant ce maudit bourdonnement qui pénétrait jusqu'aux os. Charles essaya de se lever, mais ses jambes ne lui obéissaient pas. Il fut pris de sueur froide. Puis une écoutille s'ouvrit dans l'objet. Elle ne s'ouvrit pas en battant ou en basculant, elle se matérialisa simplement, comme si le métal s'était dissous dans l'air. Un flot de lumière aveuglante en jaillit, si brillante que les 2 pêcheurs fermèrent instinctivement les yeux. Et de cette lumière, ils émergèrent. D'abord une silhouette, puis une seconde, puis une troisième. Ils ne marchaient pas, ils glissaient dans l'air, se déplaçant avec une fluidité mécanique et robotique. Ils mesuraient environ 5 pieds de haut et étaient si répugnants que Calvin sentit son estomac se retourner. Les créatures étaient couvertes d'une peau grise et ridée, ressemblant à celle d'un éléphant, mais encore plus rugueuse et repoussante. Leur tête avait une forme de balle et semblait directement attachée aux épaules. Aucun cou n'était visible. À la place du nez et des oreilles, 3 excroissances en forme de carotte dépassaient. À la place des yeux, des cavités vides. La bouche n'était qu'une simple fente. Mais le plus horrible, c'étaient leurs mains. Les créatures n'avaient pas de mains, seulement des pinces, comme celles des crabes, mais de la taille d'une pelle. Ces pinces bougeaient avec une précision mécanique, s'ouvrant et se fermant avec un bruit de cliquetis dégoûtant. « Fuyons !» croassa Calvin en essayant de se lever. « Charles, fuyons !»
Mais il était trop tard. Les créatures glissaient directement vers eux et soudain Charles sentit la paralysie s'emparer de son corps. Pas un engourdissement ordinaire dû à la peur, mais quelque chose de plus profond, de plus absolu. Ses muscles se transformèrent en pierre, mais sa conscience resta cristalline. Il voyait chaque détail du cauchemar qui se déroulait. Calvin s'effondra à genoux, ses yeux se révulsèrent, et il perdit connaissance de terreur. La première créature tendit sa pince et toucha Charles au bras. Le contact était froid comme la glace et dégoûtamment collant. La peau de la créature semblait humide, couverte d'une sorte de bave. « Non !» essaya de crier Charles, mais sa voix ne lui obéissait pas. « Laissez-nous tranquilles !» Mais les créatures ne prêtaient aucune attention à ses cris. La deuxième attrapa Calvin inerte, et tout le groupe commença à s'élever lentement dans l'air. Charles sentit ses pieds quitter le sol. Il flottait dans l'air, soutenu par une force invisible, tandis que les créatures les dirigeaient vers l'objet sinistre. Leur mouvement était absolument silencieux, seulement un léger bruissement, comme si des insectes géants rampaient. En s'approchant de l'objet, Charles put l'examiner de plus près. La surface était parfaitement lisse, sans une seule couture ou rivet. Le métal scintillait d'étranges couleurs qui faisaient mal aux yeux. Et de l'écoutille ouverte venait une odeur, âcre, chimique, comme l'ozone, mais avec un mélange de quelque chose de pourri. Ils les tirèrent à l'intérieur. L'intérieur du vaisseau était encore plus effrayant que l'apparence des créatures. Les murs brillaient d'une lumière bleuâtre terne et semblaient vivants, pulsant comme le cœur d'un animal géant. Le sol était recouvert d'une substance spongieuse étrange qui s'affaissait sous les pieds. Les créatures se séparèrent. Deux empotèrent Calvin dans une direction. Charles les vit disparaître au tournant du couloir. La troisième les mena dans la direction opposée. Le couloir semblait infiniment long. Bien que de l'extérieur le vaisseau paraisse assez compact, les murs étaient couverts de lignes de lumière pulsantes qui créent une illusion de mouvement. Charles essaya de mémoriser le chemin, mais la géométrie du vaisseau n'obéissait pas à la logique. Les couloirs se courbaient à des angles impossibles. Finalement, il fut amené dans une salle. L'espace était circulaire, sans angle visible. Au centre se dressait une table inclinée, comme une table d'opération, mais faite du même métal iridescent que la coque du vaisseau. Au-dessus de la table pendait quelque chose qui fit s'arrêter le cœur de Charles d'horreur. Cela ressemblait à un œil, énorme, de la taille d'un ballon de basket, un œil sans paupières, suspendu dans l'air par des fils invisibles. La pupille était noire comme un abîme, et l'iris scintillait de toutes les couleurs du spectre. Mais le plus terrifiant, cet œil était vivant. Il tournait, se focalisait, étudiait. La créature poussa Charles vers la table, et il sentit son corps être allongé sur la surface froide. La paralysie ne passait pas. Il ne pouvait que rester allongé et observer ce qui se passait. L'œil s'approcha. Charles sentit quelque chose pénétrer dans sa conscience. Pas physiquement, mais ses pensées ne lui appartenaient soudain plus. L'œil lisait sa mémoire, feuilletait les souvenirs comme les pages d'un livre. L'enfance dans le Mississippi, la guerre de Corée, sa femme blanche, le travail au chantier naval, tout cela défilait dans sa tête avec une clarté douloureuse. Mais l'œil cherchait quelque chose de spécifique. Les images devenaient plus nettes, plus envahissantes. Soudain, Charles vit, non, ressentit, des images du futur. D'étranges visions remplirent sa conscience. D'énormes villes sous des dômes, des gens en combinaisons argentées, des cieux pleins d'objets volants. Et puis, l'horreur. Les images changèrent. Charles vit la guerre, pas une guerre ordinaire avec des chars et des avions, mais quelque chose de beaucoup plus terrible. Les gens couraient dans les rues en montrant le ciel. D'en haut descendaient des objets, semblables à celui dans lequel ils se trouvaient maintenant. Des milliers d'entre eux, des dizaines de milliers. Et des créatures en sortaient, des armées de créatures avec des pinces et des orbites vides. « Non !» essaya de crier Charles. « Cela ne doit pas arriver. » Mais les visions continuaient.
Il vit les villes se transformer en ruines, les gens être parqués dans d'énormes camps gardés par les créatures. Il vit l'humanité transformée en esclaves exécutant la volonté des extraterrestres. Puis l'œil se retira. La créature qui l'avait amené ici s'approcha de la table. Un instrument apparut dans sa pince, un tube long et fin avec une pointe acérée. Charles comprit qu'il allait maintenant être examiné. La procédure était douloureuse et humiliante. La créature enfonçait l'instrument dans diverses parties de son corps, prélevant des échantillons de tissu. Charles sentait chaque piqûre, mais ne pouvait même pas grimacer. Le pire, il restait parfaitement conscient tout le temps. Combien de temps cela dura, il ne le savait pas. Les minutes se transformaient en heures, ou peut-être l'inverse. Le temps dans le vaisseau coulait selon d'autres lois. Finalement, la procédure se termina. La créature rangea ses instruments et prit de nouveau Charles par le bras. Cette fois, le contact était encore plus dégoûtant. La peau de l'extraterrestre semblait chaude et pulsante. Ils le sortirent de la salle et le ramenèrent par le couloir. En chemin, Charles vit Calvin. Le garçon flottait dans l'air, soutenu par deux autres créatures. Ses yeux étaient ouverts, mais son regard était vide, comme celui d'un zombie. « Calvin !» essaya de crier Charles, mais sa voix ne lui obéissait toujours pas. Ils furent amenés à la sortie du vaisseau. Les créatures s'arrêtèrent, au bord même de l'écoutille. Et soudain, une voix retentit dans la tête de Charles. Pas une voix au sens habituel, mais des pensées transmises directement à sa conscience. « Nous reviendrons. Préparez-vous. La résistance est inutile. » Et puis, il fut poussé dehors. Charles tomba dans l'herbe humide au bord de la rivière. La paralysie disparut instantanément, et il put bouger. À côté de lui gisait Calvin, tremblant comme une feuille et marmonnant quelque chose. Charles leva les yeux. Le vaisseau s'élevait déjà dans l'air. Sa lueur devenait plus faible. Et puis, il disparut simplement. Ne s'envola pas. Disparut simplement, comme s'il n'avait jamais été là. Le silence ordinaire les entourait de nouveau. Les grillons chantaient, les poissons éclaboussaient dans la rivière, les feuilles bruissaient dans les arbres. Mais ce silence semblait maintenant sinistre, plein de menaces cachées. « Calvin » appela Charles en rampant vers son partenaire. « Calvin, ça va ?» Le garçon ouvrit les yeux. Ils étaient rouges de larmes et pleins d'horreur. « Ils sont en moi, » chuchota-t-il. « Je les sens. Ils sont encore là. » Charles l'aida à se lever. Tous deux tremblaient, non de froid, mais du cauchemar vécu. Leur canne à pêche gisait toujours près de l'eau. Mais les pensées de pêche semblaient maintenant absurdes. « Que devons-nous faire ?» demanda Calvin en s'agrippant au bras de son collègue plus âgé. « Qui nous croira ?» Charles regarda l'eau sombre de la rivière, puis le ciel où scintillaient encore les étoiles. Mais maintenant il savait, il n'était plus seul dans l'univers. Et cette connaissance était terrifiante. « Allons à la police », dit-il finalement. « Racontons ce qui s'est passé. Il y a peut-être d'autres témoins. » Ils rassemblèrent leurs affaires et traînèrent les pieds vers la voiture. Calvin regardait constamment par-dessus son épaule, et Charles sentait des yeux invisibles brûler sur sa nuque. En route vers le commissariat, ils s'arrêtèrent dans un bar. Charles commanda du whisky, un double. Ses mains tremblaient si fort qu'il pouvait à peine porter le verre à sa bouche. « Peut-être que c'était un rêve ?» suggéra Calvin avec incertitude. « Une hallucination ?» Charles secoua la tête et montra son bras. 3 petits points rouges étaient visibles sur son avant-bras. Les traces de l'instrument de la créature. Et Calvin avait une marque étrange sur le cou, ressemblant à une brûlure. « Non, » dit Charles. « C'était réel, plus réel que tout dans ma vie. » Au bureau du shérif du comté de Jackson, l'officier de service Glenn Ryder rit d'abord en entendant leur histoire. 2 pêcheurs prétendant avoir été enlevés par des extraterrestres. Qu'est-ce qu'on pouvait attendre d'autre d'un jeudi tranquille? Mais le rire s'arrêta rapidement quand il vit l'état des hommes. Charles Hickson était connu en ville comme un homme fiable et sérieux. Un contremaître de chantier naval, vétéran de guerre, pas le genre à inventer des histoires. Et le jeune Parker était plus blanc qu'un drap et tremblait comme quelqu'un avec de la fièvre. « Racontez-moi tout depuis le début, » dit Ryder en allumant le magnétophone. Charles commença à raconter.
lentement, en détail, sans omettre un seul détail. Calvin hochait parfois la tête en confirmant les paroles de son partenaire, mais restait surtout silencieux, fixant un point. Après l'interrogatoire formel, Ryder les laissa seuls dans la pièce. Mais le magnétophone continuait de fonctionner. Ils voulaient vérifier s'ils ne se trahiraient pas eux-mêmes quand ils seraient laissés seuls. L'enregistrement de cette nuit devint l'une des preuves les plus convaincantes de la véracité de leur histoire. « Charles », entendit Ryder la voix de Calvin à travers le haut-parleur. « Et s'ils reviennent? Et s'ils viennent chercher nos familles? »« Je ne sais pas, fiston, » répondit Charles, et une fatigue mortelle résonnait dans sa voix. « Mais nous devons avertir les gens. Ils ont dit qu'ils reviendraient. »« Je ne pourrai plus jamais dormir, » chuchota Calvin. « Chaque fois que je ferme les yeux, je les vois. Ces pinces, cet œil. »« Tu dois être fort, » dit Charles. « Nous sommes les seuls à connaître la vérité. La responsabilité nous incombe. » Ryder éteignit l'enregistrement et entra dans la pièce. Les visages des hommes étaient mouillés de larmes. Au matin, l'histoire avait filtré dans la presse. D'abord, le journal local Mississippi Press plaça une note en première page. 2 pêcheurs locaux prétendent avoir été enlevés par des extraterrestres. Le soir, l'histoire fut reprise par les agences de presse nationales. Pascagoula devint un centre de pèlerinage. Des milliers de personnes vinrent voir le lieu de l'incident. Journalistes, ufologues, simples curieux, tous voulaient entendre l'histoire de première main. Charles décida de parler ouvertement. Il donna des interviews, apparut à la télévision, écrivit un livre. Il fut invité au talk-show de Dick Cavett et Johnny Carson. Il devint célèbre, mais d'une manière très spécifique. Calvin, en revanche, préféra le silence. L'attention de la presse l'oppressait. Il changea plusieurs emplois, essayant de se cacher des journalistes importuns et des chasseurs de sensations. Il se maria, partit travailler sur des plateformes pétrolières, loin du Mississippi et des souvenirs cauchemardesques. Mais les cauchemars le poursuivaient partout. Chaque nuit, il rêvait de ces créatures grises avec des pinces. Il rêvait qu'elles revenaient, amenant des armées de leurs semblables. Il rêvait que le ciel s'assombrissait de leurs vaisseaux, que les gens fuyaient en panique, que les villes se transformaient en ruines. Et Charles continuait de parler. Il racontait son histoire à quiconque était prêt à l'écouter. Pas pour la gloire ou l'argent, mais parce qu'il sentait son devoir. Les gens doivent savoir. Les gens doivent être préparés. En 1974, Charles prétendit avoir de nouveaux contacts. Il assurait que les créatures lui étaient de nouveau apparues, transmettant des messages. Elles disaient qu'elles venaient en paix, qu'elles étudiaient l'humanité, la préparant à de grands changements. Mais Charles se souvenait de ces visions que l'œil lui avait montrées dans le vaisseau. Il savait que la paix des créatures signifiait l'esclavage. Les sceptiques essayèrent de réfuter leur histoire. Philip Klass, un chercheur UFO bien connu, écrivit tout un livre où il tentait de prouver que l'incident de Pascagoula était un canular. Il pointait les contradictions dans les récits, le refus de Charles de passer des tests au détecteur de mensonges supplémentaires. Mais il y avait aussi ceux qui croyaient. Le Dr. G. Allen Hynek, astronome de l'Université Northwestern et consultant de l'US Air Force sur les projets d'études des ovnis, vint personnellement à Pascagoula. Il interrogea les hommes sous hypnose, étudia chaque détail de leur histoire. Sa conclusion fut sans équivoque. Ces hommes ont vécu une expérience très réelle et effrayante. Ils sont absolument honnêtes. Les années passèrent. Charles vieillit, mais continua de raconter son histoire. Calvin resta longtemps silencieux, mais en 2018, décida finalement d'écrire un livre. Pascagoula, la rencontre la plus proche, mon histoire. Il y avoua ce qu'il avait caché pendant 45 ans. Il n'avait pas perdu connaissance pendant l'enlèvement. Il se souvenait de tout, de chaque détail de ce cauchemar. Il se souvenait comment les créatures l'avaient examiné, introduisant des instruments douloureux dans diverses parties de son corps. Il se souvenait comment l'une des extraterrestres, apparemment de sexe féminin, communiquait avec lui par télépathie. Elle lui montrait des visions du futur, des épidémies qui frapperaient l'humanité, des catastrophes qui changeraient le monde. Et le plus terrifiant, elle promettait qu'elle reviendrait, dans 19 ans. En 1992, exactement 19 ans après le premier enlèvement, Calvin les rencontra de nouveau. Il n'en parla à personne jusqu'au livre. Mais lors de la deuxième rencontre, elles étaient plus amicales.
moins effrayantes. Elles expliquaient qu'elles étudiaient l'humanité depuis des milliers d'années, qu'elles préparaient les terriens au contact avec la communauté galactique, que bientôt, très bientôt, des événements se produiraient qui changeraient l'histoire de la planète. Mais il y avait aussi un côté sombre à ces visions. Ceux qui n'accepteraient pas le nouvel ordre seraient éliminés, pas tués, simplement relocalisés dans un autre endroit où ils pourraient vivre selon les anciennes règles. La résistance est inutile, répétèrent-elles la phrase que Calvin avait entendue 19 ans plus tôt. Mais la résistance n'est pas nécessaire. Nous apportons la paix. Quand Calvin raconta la visite nocturne aux autres ouvriers le matin, ils pensèrent qu'il était devenu fou de solitude et de dur labeur. Il fut envoyé à terre pour un repos forcé. Mais Calvin savait ce qu'il avait vu, et il savait que la patience des extraterrestres touchait à sa fin. Il retourna au Mississippi et essaya de contacter Charles. Charles écouta son récit avec un visage de pierre, puis resta longtemps silencieux. « Je les ai vus aussi », admit finalement Charles. « Plus d'une fois. Ils viennent dans les rêves, montrent les mêmes images, disent que nous sommes des ambassadeurs, que nous devons préparer les gens à leur retour. »« Et que ferons-nous » demanda Calvin. « Ce que nous pouvons, » répondit Charles. « Dire la vérité, avertir, même s'ils ne nous croient pas. » En 2001, Charles commença à donner des interviews, où il parlait non seulement des événements de 1973, mais aussi des contacts ultérieurs. Il prétendait que les extraterrestres préparaient une opération à grande échelle pour établir le contact avec l'humanité. « Ils ont attendu assez longtemps, » dit-il aux journalistes. « Mais leur patience n'est pas infinie. Bientôt, ils nous présenteront un ultimatum. Soit nous acceptons leur direction volontairement, soit ils seront forcés d'agir par la force. » La plupart le considéraient comme fou, mais certains écoutaient. Dans les cercles gouvernementaux, on commença à prendre au sérieux le phénomène OVNI. Des programmes secrets d'étude des objets non identifiés furent créés. Les bases militaires reçurent des instructions sur la façon d'agir lors des contacts avec des civilisations extraterrestres. Et sur Internet, apparurent des forums et des sites dédiés à l'incident des Pascagoula. Des gens du monde entier partageaient des histoires similaires. Ils racontaient des rencontres avec des créatures semblables à celles décrites par Charles et Calvin. L'image qui émergeait était effrayante. Les extraterrestres opéraient dans le monde entier, étudiant l'humanité, sélectionnant des candidats appropriés pour le contact, préparant le terrain pour une invasion globale ou un sauvetage, selon le point de vue. Charles mourut en 2011, ne vivant jamais pour voir le grand contact promis par les extraterrestres. Mais avant sa mort, il transmit des informations importantes à Calvin. Ils ont nommé une date, chuchota-t-il sur son lit d'hôpital. 12 décembre 2012. Ils disent que tout changera alors. Le monde ne sera plus jamais le même. Calvin attendit cette date avec horreur et anticipation. Mais le 12 décembre 2012 passa calmement. Aucun vaisseau dans le ciel, aucun extraterrestre, aucune apocalypse. Peut-être ont-ils changé d'avis, se dit Calvin. Ou quelque chose a changé dans leur plan. Mais au fond de son âme, il savait. Ce n'était pas une annulation, mais un report. Ils attendaient simplement un moment plus approprié. Dans ces dernières années, Calvin venait souvent à cet endroit sur la rivière où tout avait commencé. Il se tenait sur la rive, regardait l'eau et se souvenait de cette nuit terrible. Il essayait de comprendre ce qui leur était exactement arrivé alors. Était-ce un contact avec une civilisation supérieure ou une rencontre avec quelque chose de beaucoup plus ancien et dangereux? Il ne trouva jamais de réponse. Calvin Parker mourut le 24 août 2023. Dans ses notes posthumes, on trouva une phrase étrange. « Ils attendent encore, et nous devons être prêts. » Aujourd'hui, plus de 50 ans après l'incident de Pascagoula, l'histoire de Charles et Calvin reste l'une des rencontres ovnis les plus mystérieuses et les mieux documentées de l'histoire. Il y a des enregistrements audio de leurs premiers témoignages. Il y a des résultats d'examens médicaux. Il y a des témoignages d'autres témoins. Mais le plus important,
Il y a ce sentiment d'anxiété qui plane encore sur la rivière Pascagoula, lors des soirées d'octobre tranquilles. Les habitants locaux disent que parfois, quand le brouillard est particulièrement épais et la nuit particulièrement sombre, on peut voir d'étranges lumières au-dessus de l'eau. Entendre ce même bourdonnement que Charles et Calvin avaient décrit, sentir la présence de quelque chose d'extraterrestre observant depuis l'obscurité. Et alors les gens se souviennent des mots que Charles avait entendus dans ce vaisseau il y a un demi-siècle. Nous reviendrons. Préparez-vous. La résistance est inutile. Peut-être sont-ils déjà revenus. Peut-être ne sont-ils jamais partis. Ils attendent juste le bon moment pour finir ce qu'ils ont commencé cette nuit d'octobre de 1973. Pendant ce temps, la rivière Pascagoula continue son cours, emportant vers le golfe du Mexique les secrets et les peurs d'une petite ville du Sud. Et chaque nuit, quelqu'un se tient sur sa rive, scrutant le ciel et se demandant: et s'il disait la vérité? Et si ce n'était que le commencement? Et si le cauchemar n'est pas fini, mais ne fait que commencer? Et alors le silence d'une soirée d'octobre se remplit d'une nouvelle signification. Non pas paix et tranquillité, mais attente anxieuse. Le pressentiment que quelque part là-bas, dans l'obscurité entre les étoiles, des êtres anciens et puissants prennent des décisions sur le destin de l'humanité. Et sur la rive de la rivière Pascagoula, à cet endroit même où tout a commencé il y a un demi-siècle, une plaque commémorative brille doucement dans la lumière de la lune. Y sont gravés les mots du docteur Allen Hynek. Ces hommes ont vécu une expérience très réelle et effrayante. Mais la plaque ne dit pas l'essentiel, que cette expérience n'était peut-être qu'un prélude à quelque chose de beaucoup plus massif et terrifiant, à quelque chose qui est encore à venir. Et quand viendra ce jour où le ciel s'assombrira de vaisseaux étrangers, et que des créatures avec des pinces et des orbites vides glisseront dans les rues des villes, l'humanité se souviendra de l'histoire de 2 pêcheurs de Pascagoula, et comprendra: l'avertissement avait été donné, mais personne n'avait voulu écouter. Après la publication de l'histoire de Charles et Calvin, une vague de signalements d'ovnis déferla sur le sud des États-Unis. Rien que dans les 2 semaines qui suivirent l'incident de Pascagoula, les autorités du Mississippi et de la Louisiane reçurent des centaines d'appels concernant d'étranges objets dans le ciel. La plupart étaient des canulars ou des erreurs. Un chauffeur de taxi de Long Beach raconta qu'un être avec des pinces avait tapé à sa vitre. Il admit plus tard avoir tout inventé. Une station de télévision de Mobile annonça qu'elle diffuserait en direct l'apparition d'un ovni prédite par un voyant. 1000 voitures convergèrent vers l'endroit, mais rien ne se passa. Mais il y eut aussi d'autres cas, ceux qui n'étaient pas si faciles à expliquer. Un pêcheur nommé Larry Booth avait appelé la police dans la même nuit que Charles et Calvin, 1 heure avant leur apparition au commissariat. Il signalait un objet étrange au-dessus de la rivière, mais à l'époque, son appel n'avait pas retenu l'attention. Un garçon de 14 ans et son père virent un objet lumineux sous l'eau dans la même rivière Pascagoula un mois après l'incident. L'officier de marine à la retraite Mike Cataldo déclara en 2001 qu'il avait aussi vu un ovni le 11 octobre 1973 dans la même région. Trop de coïncidences pour être un hasard. Et puis commencèrent les disparitions. D'abord disparut un adolescent local, Tommy Johnson, 17 ans. Il était parti pêcher sur la rivière Pascagoula et n'était pas rentré. Le corps ne fut jamais retrouvé, bien qu'on ait cherché pendant 3 semaines. La seule chose découverte, sa canne à pêche sur cette même rive où l'incident avec Charles et Calvin avait eu lieu. 1 mois plus tard disparut un jeune couple, Susan Marks et David Cole. Ils étaient partis pour un rendez-vous près de la rivière. La voiture fut trouvée le matin avec les portières ouvertes, les clés sur le contact, mais les jeunes gens étaient introuvables. La police attribue cela à des accidents ou à des crimes ordinaires.
La rivière Pascagoula était profonde et dangereuse, surtout la nuit. Beaucoup de gens s'y noyaient chaque année, mais les habitants locaux connaissaient la vérité. Les anciens racontaient qu'autrefois aussi, bien avant 1973, d'étranges choses s'étaient produites près de cette rivière. Des pêcheurs disparaissaient, sans laisser de traces. On trouvait des bateaux sans propriétaire. On voyait des lumières dans le ciel. Les Indiens Choctaws, qui vivaient ici avant l'arrivée des Blancs, appelaient cet endroit la rivière des esprits. Selon leur tradition, c'était ici la frontière entre les mondes, un lieu où les dieux descendaient du ciel pour emmener les élus. Peut-être Charles et Calvin étaient-ils devenus des élus modernes, ou peut-être avaient-ils accidentellement franchi une frontière ancienne, attirant l'attention de ceux qui auraient dû rester dans l'ombre. Il n'y avait pas de réponse. Il n'y avait que des questions qui se multipliaient chaque année. Dans les années 90, Calvin Parker quitta le Mississippi et trouva du travail sur des plateformes pétrolières dans le golfe du Mexique. Il pensait que l'eau et la distance l'aideraient à oublier. Mais les cauchemars continuaient. Et en 1992 arriva ce qu'il craignait le plus. Ils revinrent. Calvin travaillait dans l'équipe de nuit sur une plateforme de forage. C'était une nuit calme et sans vent, et soudain la mer autour de la plateforme commença à briller d'une étrange lumière bleuâtre. Les autres ouvriers pensèrent que c'était du plancton phosphorescent, un phénomène courant dans le golfe du Mexique. Mais Calvin savait que ce n'était pas du plancton. Un objet émergea de l'eau, pas comme celui de Pascagoula, plus grand, plus perfectionné. Il plana au-dessus de la plateforme, et y laisse en sortir. Cette fois, ils étaient différents, moins effrayants, plus humains. Les pinces avaient été remplacées par des mains ordinaires, bien qu'avec 6 doigts. À la place des orbites vides, de grands yeux sombres pleins de sagesse ancienne. Il parlait avec lui par télépathie, expliquant que les temps où il devait se cacher étaient révolus. L'humanité mûrissait, se préparait au contact. Bientôt de grands changements se produiraient, et les terriens auraient besoin de guides, des gens qui connaissaient déjà la vérité. « Pourquoi moi ?» demanda Calvin. « Pourquoi exactement Charles et moi ?»« Parce que vous avez survécu, » répondirent-ils. « Parce que vous avez traversé la peur et gardé votre raison. Parce que vous êtes prêt à porter la connaissance aux autres. » Ils lui montrèrent des visions du futur, pas aussi terrifiantes que la première fois. Une terre unie sous la direction d'une intelligence supérieure. Les maladies et les guerres reléguées au passé. L'humanité ayant pris sa place dans la communauté galactique. Mais il y avait aussi un côté sombre à ces visions. Ceux qui n'accepteraient pas le nouvel ordre seraient éliminés. Pas tués, simplement déplacés vers un autre endroit où ils pourraient vivre selon les anciennes règles. La résistance est inutile, répétèrent-ils la phrase que Calvin avait entendue 19 ans plus tôt. Mais la résistance n'est pas nécessaire. Nous apportons la paix. Quand Calvin raconta la visite nocturne aux autres ouvriers le matin, ils pensèrent qu'il était devenu fou de solitude et de dur labeur. Il fut envoyé à terre pour un repos forcé. Mais Calvin savait ce qu'il avait vu, et il savait que la patience des extraterrestres touchait à sa fin. Il retourna au Mississippi et essaya de contacter Charles. Charles écouta son récit avec un visage de pierre, puis resta longtemps silencieux. « Je les ai vus aussi », admit finalement Charles. « Plus d'une fois. Ils viennent dans les rêves, montrent les mêmes images, disent que nous sommes des ambassadeurs, que nous devons préparer les gens à leur retour. »« Et que ferons-nous » demanda Calvin. « Ce que nous pouvons, » répondit Charles. « Dire la vérité, avertir, même s'ils ne nous croient pas. » Dans ces dernières années, Calvin venait souvent à cet endroit sur la rivière où tout avait commencé. Il se tenait sur la rive, regardait l'eau et se souvenait de cette nuit terrible. Il essayait de comprendre ce qui leur était exactement arrivé alors. Était-ce un contact avec une civilisation supérieure ou une rencontre avec quelque chose de beaucoup plus ancien et dangereux? Il ne trouva jamais de réponse. Calvin Parker mourut le 24 août 2023. Dans ses notes posthumes, on trouva une phrase étrange. « Ils attendent encore, et nous devons être prêts. » Aujourd'hui, plus de 50 ans après l'incident de Pascagoula,
L'histoire de Charles et Calvin reste l'une des rencontres ovnis les plus mystérieuses et les mieux documentées de l'histoire. Il y a des enregistrements audio de leurs premiers témoignages. Il y a des résultats d'examens médicaux. Il y a des témoignages d'autres témoins. Mais le plus important, il y a ce sentiment d'anxiété qui plane encore sur la rivière Pascagoula lors des soirées d'octobre tranquilles. Les habitants locaux disent que parfois, quand le brouillard est particulièrement épais et la nuit particulièrement sombre, on peut voir d'étranges lumières au-dessus de l'eau. Entendre ce même bourdonnement que Charles et Calvin avaient décrit. Sentir la présence de quelque chose d'extraterrestre, observant depuis l'obscurité. Dans les dernières années, de nouveaux témoins sont apparus. En 2019, une femme nommée Maria Blair admet qu'elle avait vu ce vaisseau dans la nuit du 11 octobre 1973. 46 ans, elle avait gardé le silence, par pure moquerie. Mais maintenant, elle décida de dire la vérité. J'ai vu 2 hommes être emmenés par une ovni. Cette histoire est absolument vraie. Cela m'a tourmenté pendant 46 ans. Plusieurs autres personnes confirmèrent qu'elles avaient vu d'étranges lumières au-dessus de la rivière Pascagoula cette nuit-là. La police enregistra des dizaines d'appels de gens signalant des phénomènes inhabituels dans le ciel. Cela signifie-t-il que l'histoire de Charles et Calvin est vraie? 2 pêcheurs ont-ils vraiment rencontré des représentants d'une civilisation extraterrestre il y a 50 ans? Ou était-ce une psychose collective engendrée par l'atmosphère de la guerre froide et la peur de l'inconnu? Il n'y a toujours pas de réponse précise. Mais les habitants de Pascagoula savent une chose. Depuis cette nuit d'octobre 1973, quelque chose a changé. La rivière est devenue différente, le ciel plus sinistre, et le silence des soirées s'est rempli d'une attente cachée. Les pêcheurs expérimentés évitent cet endroit où ils s'amarraient autrefois au vieux quai. Les enfants ne jouent pas sur la rive après le coucher du soleil. Et la nuit, les gens regardent plus souvent vers le ciel, guettant d'étranges lumières. Car tous savent, ils ont promis de revenir. Et chaque nuit, quand le brouillard s'élève au-dessus de l'eau et que les grillons se taisent soudain, les habitants de Pascagoula écoutent le silence, craignant d'entendre ce son, ce bourdonnement profond et vibrant qui signifie que le cauchemar recommence. Dans les archives de la ville sont encore conservés des dossiers avec les matériaux d'enquête, des cassettes magnétiques avec les enregistrements des interrogatoires, des photographies des traces sur les codes des victimes, des protocoles de tests au détecteur de mensonges, des expertises des psychiatres et d'hypnotiseurs. Et tous ces documents disent une chose. Quelque chose s'est vraiment passé cette nuit-là. Quelque chose de si incroyable et terrifiant qu'il est difficile d'y croire même une demi-siècle plus tard. Mais le plus terrifiant ne réside pas dans les documents, ni dans les témoignages. Le plus terrifiant, c'est ce qui s'est passé après. Et alors les gens se souviennent des mots que Charles avait entendus dans ce vaisseau il y a un demi-siècle. Nous reviendrons. Préparez-vous. La résistance est inutile. Peut-être sont-ils déjà revenus. Peut-être ne sont-ils jamais partis. Ils attendent juste le bon moment pour finir ce qu'ils ont commencé, cette nuit d'octobre de 1973. Pendant sous thème. La rivière Pascagoula continue son cours, important vers le golfe du Mexique, les secrets et les peurs d'une petite ville du Sud. Et chaque nuit, quelqu'un se tient sur sa rive, scrutine le ciel et se demande, et s'il dit la vérité, et si ce n'était que le commencement, et si le cauchemar n'est pas fini, mais n'est fait que commencer, et alors le silence d'une soirée d'octobre se remplit d'une nouvelle signification. Non pas paix et tranquillité, mais attente anxieuse, le pressentiment que quelque part là-bas, dans l'obscurité entre les étoiles, des êtres anciens et puissants prennent des décisions sur le destin de l'humanité, et sur la rive de la rivière Pascagoula, et cet endroit même où tout a commencé il y a un demi-siècle, une plaque commémorative brille doucement dans la lumière de la lune. Y sont gravés les mots du Dr. Allen Hynek. Ces hommes ont vécu une expérience très réelle et effrayante. Mais la plaque ne dit pas l'essentiel. Que cette expérience n'était peut-être qu'un prélude à quelque chose de beaucoup plus massif et terrifiant.
à quelque chose qui est encore à venir. Et quand viendra ce jour où le ciel s'assombrira de vaisseaux étrangers, et que des créatures avec des pinces et des orbites vides glisseront dans les rues des villes, l'humanité se souviendra de l'histoire de 2 pêcheurs de Pascagoula, et comprendra, l'avertissement avait été donné. Mais personne n'avait